Tu me diras quand tu seras prêt Oui. et je te ferai un top. Disons après le top, tu attends 4-5 secondes et tu y vas. Et puis c'est toi qui t'arrêteras. Moi je dis plus rien, hein, je te laisse faire. Hein. D'accord. Donc, dis-moi quand est-ce que tu veux qu'on commence. C'est toi qui me dira, voilà. Bon, on va y aller. Je vais remonter un tout petit peu. Je vais pas être trop affalé. Attends, je te recadre bien. Je peux déjà envoyer la sauce. N'importe du moment, quand tu y vas, quand tu veux, j'ai envoyé, donc tu peux commencer dans 10 secondes, dans 30 secondes, quand tu veux. Bon, on va y aller là. Vas-y. Ça marche? Oui, j'ai lancé déjà. Oui. C'est parfait. La Marthe, c'est vraiment devenu un ami. Enfin, je l'ai rencontré pour la première fois quand je suis revenu au Caillé en 1956. Et bon, on était comme ça, simplement collaborateurs des Cahiers. Et puis c'est très vite, c'est plutôt à partir de la mort de Bazin d'ailleurs, c'est-à-dire en 59, je sais pas, on est allés vraiment ensemble, par exemple dans des festivals, des choses comme ça. Et je me souviens très bien, c'était à Venise, au moment où avec Janine Bazin, ils ont commencé à cogiter sur l'émission Silence d'Entretemps, à partir de ce qui se faisait au Cahier, c'est-à-dire les entretiens avec les metteurs en scène, qui restent d'ailleurs dans cette époque des Cahiers des moments très remarquables, et peut-être, je dirais peut-être les moments les plus importants des Cahiers de l'époque. Et c'est à partir de ces entretiens qu'ils ont pensé à les faire, maintenant à les transposer en cinéma, et donc que le thème de Silence d'Entretemps leur est apparu, et donc je crois qu'ils ont commencé la série à partir, si j'ai bonne mémoire, 65-66, enfin bon, aucune importance sur la date, et avec entre autres le fameux film sur Audouard par Yvette, avec Michel Simon, etc. Moi j'en ai fait un assez rapidement d'ailleurs, ça devait être en 67 je pense, sur Alexandra Struck, qui était quand même à l'époque très important pour nous, gens des Cahiers du cinéma, en particulier avec son cinéma et tout le reste. Et ensuite j'ai conservé toujours un excellent contact avec André. Simplement, c'est beaucoup plus tard qu'on a retravaillé ensemble, et pour l'entretien avec Robert, et pour l'entretien avec Chabrol. Par ailleurs, bon, chaque fois qu'on se voit, on prend grand plaisir à être ensemble, à discuter cinéma, à rigoler, à manger, ça fait toujours très plaisir. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que malgré tout, on est quand même très différents dans une façon de voir les choses. Enfin, en tout cas, quand je dis voir les choses, c'est-à-dire considérer le cinéma. Je dirais que, pour le résumer, moi je filme face, c'est-à-dire que j'aime prendre le direct, que la personne est devant moi, et immédiatement on répond direct. Parce que j'aime bien chez André, et alors là je suis incapable de faire ce qu'il fait, et que lui, je dirais qu'il filme l'oblique. C'est-à-dire que c'est jamais réellement face, c'est toujours à un biais pour que la personne parle, mais en même temps se trahisse, parce qu'elle n'est pas directement dans la caméra, mais vue un peu de côté. Il a fait comme ça, entre autres, un Silence d'Entretemps, je ne sais plus avec quel cinéaste, où carrément, il a toujours tout filmé. Il avait tourné à l'hôtel, enfin bon, Georges V, je crois, ou enfin pour que l'importance. Et il l'avait tourné entièrement en profil, jamais de face. Et en même temps, il aime introduire toujours des choses complètement insolites. Peut-être est-ce une sorte de retombée de
d'affection pour le surréalisme. Enfin, il y a ce parti pris qui caractérise André et qui me semble très intéressant, qui donne en effet une vie à la fois à ses films, mais aussi un regard comme ça de distanciation extrêmement intéressant. Point final. Qu'est-ce qu'on pense c'était Très très bien. Je pense qu'on a dépassé les 2 minutes, mais c'est pas très grave. Non. De toute façon, là tu ne vas pas couper, c'est évident. C'est sur le Cronenberg, je crois. Hein? C'est sur le Cronenberg. Oui. Non, c'était pas Cronenberg. Non, c'était avant. Mais c'est un américain, en effet. Parce que le Cronenberg, il est très étrange la façon dont il l'a fait. Tu sais, c'est celui avec la machine à écrire. Oui, je me souviens un peu de celui-là. Mais... Non, mais c'est bien, c'est très bien. C'est très bien. Je vois si ça a été dit. Moi je pense que c'est très bien. Hein. Oui, tu es très, comme toujours, tu es très synthétique, ce qui est une qualité rare aujourd'hui. Tout en impro. Il manquait juste le chapeau. Pour finir l'hommage. Alors autrement, pendant qu'on y est, pendant que Jean est dans une très bonne position, est-ce que tu accepterais d'être filmé pour une série que j'appelle, qui s'appelle Lire, où je demande à des auteurs de lire, donc c'est du cinéma sonore, pendant 3 minutes et demie, le début de leur dernier livre qu'ils ont publié. Alors ça peut être un livre qui a été publié il y a 6 mois, ou il y a 1 an, ou il y a 10 ans, hein, peu importe. Est-ce que tu serais partant pour faire ça ou pas J'ai peur de bien savoir lire. Hein. Ça c'est... Qu'est-ce que je peux C'est une proposition malhonnête. Hein. Ah, le Fritz Lang pour West Side. Ah oui. Ah, c'est pas con ça, mais alors il faut que ça se retrouve. Attends, je cherche ça. Séquence 1. Plan 1. On assiste au suicide de Duncan. C'est donc bien la mort qui, inexorablement, met le film en marche. Elle lance l'action. Celle-ci manifeste aussitôt son objet, le conflit initial chez Lang qui se joue entre innocence et culpabilité. Mais ce conflit initial, Lang le joue d'abord avec nous, sur nous, en nous, dans et par le mouvement même qui meut ce premier plan. Il débute par de la fixité, un revolver bien posé en plein centre sur un élégant sous-main. C'est une proposition que l'on nous offre, disons, sur un plateau, dont nous ne sommes pas responsables. Mais ne sommes-nous pas venus, nous avons même payé pour cela, prendre plaisir à voir un film policier. Or, qui dit film policier, dit crime, dit mort, dit arme. Et cette arme, nous l'avons là, posée devant nous, sous nos yeux. On nous l'offre. Qu'allons-nous en faire? Après un court laps de fixité, le temps de bien saisir que l'objet est un revolver, l'idée se met en marche. La caméra recule, une main, notre main, pénètre dans le cadre, se saisit de l'arme, revient en arrière, accompagnant le recul de la caméra, sort du cadre. Ne reste visible que le bureau, le temps d'y entrevoir une enveloppe bien blanche sur laquelle est posée la plaque d'un officier de police. La caméra stoppe, dans le cadre, reste immobile, soudain un coup de feu, le haut du corps pénètre de nouveau dans le cadre, s'affale de dos sur le bureau, sa main tient toujours le revolver qui échoue directement sur l'enveloppe, elle en souligne la présence, mieux en désigne fortement l'importance. Bon, on s'en va. Encore 1 minute. Oh merde. T'es bien. Avec concision et fulgurance, donc refus de s'attarder sur tout détail morbide, vue du sang, moment d'horreur ou violence inutile. L'action, rien que l'action. Et cette action avance aussi inexorablement que la mécanique cinématographique, donc que la pellicule qui défile à 24 images secondes avec une régularité d'horloge. Ce plan qui déroule la conséquence de la vue du revolver se transforme dans le même temps en cause du plan suivant. Et chaque instant de l'action appelle et produit l'instant qui lui succède. D'où la nécessité que chaque spectateur entre immédiatement dans l'action. L'écriture dit le rôle attribué, ou plus exactement, que s'attribue le spectateur, celui d'un témoin venu assister, soi-disant innocemment,
à un film policier, ce que lui confirme immédiatement le revolver. Mais le recul de la caméra... Jean, on peut arrêter maintenant. Bon, c'est pas mal, hein? Ah bah, c'est très très bien. En plus, tu fais de la... Tu fais de l'information parce que tu arrives à montrer pendant la lecture le bouquin, tu vois. Tu vois, c'est... Tu arrives... On voit le haut du bouquin, tu vois. Ça va me faire vendre 3 bouquins en plus. Ah mais de ça, quand même du boulot sur, tu sais, le premier truc c'est CNDP, Bergman, le 7e saut. Mais Ça, quand tu prends le boulot d'analyse filmique de Bergman jusqu'à Fritz Lang aujourd'hui, toujours avec cette idée que tu vas choper finalement les outils technologiques permettant à ce moment-là de traiter, celui-là, moi je trouve qu'il est fondamental dans ce que permet le DVD finalement. Parce que du plan par plan comme ça, tu peux pas le faire avec ta VHS à l'époque. Il faut le faire comprendre. Mais pas... C'est pour ça que ce bouquin-là, moi je pense qu'il est important. Elle est confortable ton lit. Hein. Ouais, ça va. C'est cool. C'est pas le tien. Ah oui, merde. Moi je prends le petit potam. Hi. My name is Michael. Michael Zindel. Ça fait tout bizarre d'être comme ça. Tu vois, il y a la place, non? Oh. Mais oui, viens. Ouais, mais après, je pouvais faire des tailles différentes de plans. Oh, mais ça, on le sait pas, on le fera. Ah. On fera. Faut que je cache ma tache de blanc. Ça se voit pas. Tu te mets où? Je me mets là. Hop là. Ça va? Coucou. Bon alors si on a les jambes qui pendent un peu dans le vide Ne là. bouge pas trop, là. Je filme. Moi? Oh, vous êtes autoritaire, dis donc. Ah bah tu sais, oh là là, faut pas laisser le... Faut être sévère, hein, parce qu'autrement, si ça part dans tous les sens... Et nous, on a le droit d'être sévère avec vous ou pas? Ah bah je sais pas. Faut pas laisser un courant sur un lit quoi. Entre guillemets. Comment on fait alors? Voilà, c'est la phase où on est un On petit peu... commence, c'est la- commence par l'enfance. Monsieur Courant. Alors là, c'est des questions, là. Comment ça C'est se comme un passe alors interrogatoire. Et puis là, il y a la lumière normalement qui devait être sur vous. Vous deviez être aveuglé et donc complètement perturbé et déboussolé. Et puis vous serez obligé de répondre à toutes nos questions. Une fois que la drogue aura fait effet. Ouais, parce que dans les films, C'est épique sur la gueule. Oui, la 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 la. Alors, naissance à Lyon, la ville où fut inventé le cinéma, et enfance à Saint-Marcelin au pied du Vercors, dans les années 50. Puis Dijon, ville où j'ai passé mon enfance et mon adolescence jusqu'en 1975 où je me suis installé à Paris. Échappé à Paris. Vous êtes intéressé par un cinéma plutôt d'art et d'essai, quoi, en fin de compte. Non? Alors, je vais vous raconter. c'est pas le bras assez long.
Plus. 10 minutes. Encore une 30. C'est fini. Merci, Terminé. merci. Pour déchirer ses t-shirts, j'adore, pour moi c'est une liberté. De pouvoir déchirer son t-shirt, pour moi c'est une liberté, c'est comme une marionnette qui pourrait couper, tu vois, ses fils. Tu vois, pour moi c'est liberté, c'est déchirer mon t-shirt, je suis une chenille, je déchire ma peau, mon concon, et je vole, quoi, je vais voler vers plein de choses. Pour moi c'est voler vers plein de choses. Et donc voilà, c'est en déchirant tout ça qu'on devient un oiseau joyeux, quoi. Voilà. C'était Zindel. L'homme heureux, l'homme est libre, et l'homme qui a trouvé son excuse. Voilà, c'est parti. Encore une minute. Et c'est fini. L'aventure du cinématon est terminée.
Trop cool. Alors ça c'est un truc que je faisais quand j'étais petite avec mes parents. Et du coup je me mettais debout, je mettais plein de livres comme ça et je marchais. Et je lisais le livre en même temps que de marcher, je me mettais des livres partout. Ça les faisait beaucoup rire. Et normalement ça tient. Je sais pas si on voit bien. Alors. L'air d'un bal était lourd, les lampes pâlissaient, on refluait dans la salle de billard, un domestique monta sur une chaise et cassa 2 vitres. Un bruit, des éclats de verre, Madame Bovary tourna la tête et aperçut dans le jardin, contre les carreaux, des faces de paysans qui regardaient. Alors le souvenir des Berthaud lui arriva. Elle revit la ferme, la mare bourbeuse, son père en blouse dans les pommiers, et elle se revit elle-même comme autrefois, écrémant avec son doigt les terrines de lait dans la laiterie. Mais en fulguration de l'heure présente, la vie passée, si nette jusqu'alors, s'évanouissait tout entière, et elle doutait presque de l'avoir vécue. Elle était là, puis autour du bal il n'y avait plus que de l'ombre étalée sur tout le reste. Elle mangeait alors une glace au marasquin, qu'elle tenait de la main gauche dans une coquille de vermeil, et fermait à demi les yeux, la cuillère entre les dents. Une dame près d'elle laissa tomber son éventail, un danseur passait. Quand vous seriez bon, monsieur, dit la dame, de vouloir bien ramasser mon éventail qui est derrière ce canapé. Le monsieur s'inclina et pendant qu'il faisait le mouvement d'étendre son bras, Emma vit la main de la jeune dame qui jetait dans son chapeau quelque chose de blanc, plié en triangle. Le monsieur ramenait l'éventail, l'offrit à la dame respectueusement, elle le remercia d'un signe de tête et se mit à respirer son bouquet. Après le souper, il y eut beaucoup de vin d'Espagne qui tremblait dans les plats. Les voitures, les unes après les autres, commencèrent à s'en aller. En écartant le coin du rideau de mousseline, on voyait glisser dans l'ombre la lumière de leurs lanternes. Les banquettes s'éclaircirent, quelques joueurs restaient. Encore, les musiciens rafraîchissaient sur leur langue le bout de leurs doigts. Charles dormait à demi, le dos appuyé contre une porte. À 3h du matin, le cotillon commença. Emma ne savait pas valser. Tout le monde valsait, Madame Andervilliers elle-même et la marquise. Il n'y avait plus que des hôtes du château, une douzaine de personnes à peu près. Cependant, un des valseurs, qu'on appelait familièrement Vicomte, dont le gilet très ouvert semblait mouler sur la poitrine, vint une seconde fois encore inviter Madame Bovary, l'assurant qu'il la guiderait et qu'elle s'en tirerait bien. Ils commencèrent lentement, puis allèrent plus vite, ils tournaient. Tout tournait autour d'eux, les lampes, les meubles, les lambris et le parquet, comme un disque sur un pivot. Elle levait les siens vers lui, une torpeur la prenait, elle s'arrêta. Ils repartirent et d'un mouvement plus rapide, le vicomte l'entraînant, disparut avec elle jusqu'au bout de la galerie où, haletante, elle faillit tomber et un instant, s'appuya la tête sur sa poitrine. Et c'est fini. Voilà. J'ai de chaud. Ah. Alors c'est pas grave qu'on n'entendra pas ce que tu dis. Non, c'est pas grave. Mais par contre, on entendra dans les carnets filmés. Ouais. Alors aucun bouquin n'est tombé pendant ta lecture. Aucun. Pourtant j'ai senti. Avant tu sentais que ça bougeait? Ah ouais, je le sens, ça faisait. On voit que tu en mets plusieurs au début, mais après... Oh non, on n'en voit qu'un. Ouais, mais on voit que j'en mets. Oui. Ah, ben, bien sûr, oui. Ah, oui. Ah, écoute, je t'en remercie. Bah de rien. Écoute, alors je vais te demander 2-3 renseignements pour le générique. Ah non, Bibi, non, ne m'embête pas. Ou alors tu viens là et tu bouges plus. Mais là, ça va pas être pratique pour moi. Oh, Bibi, t'es emmerdant. Non, Bibi, viens ici, allez. Allez, tu restes là, Bibi. Tu restes là. D'accord, ben je suis prête. Vas-y, tu peux y aller, là. Une cheminée, c'est indispensable. Tout le monde devrait avoir une cheminée. Voilà ce que je viens d'entendre. Du brouhaha de la fête,
j'ai entendu se détacher ces mots. Une cheminée, c'est indispensable. Tout le monde devrait avoir une cheminée. Je ne sais plus où je suis durant un instant. Ça y est, je reviens à moi. Je suis dans le salon d'un appartement parisien ancien avec sa cheminée en marbre. Je suis invité à la pendaison de crémaillère de l'ami d'une amie. Pour l'occasion, notre hôte a fait du feu. Confortablement installé non loin de la cheminée, sur le canapé, aux côtés de je ne sais qui, je buvais tranquillement un cocktail, bavardant à droite et à gauche, la cigarette à la main, quand tout à coup, ces quelques mots clamés par un invité enthousiaste ont pénétré mon esprit jusqu'à s'en emparer complètement. Je les entends qui résonnent dans mon cerveau pour ne plus le lâcher et j'en rajoute avec angoisse. Une cheminée, c'est indispensable, tout le monde devrait avoir une cheminée. Et moi, je n'en ai pas, il faut absolument que j'ai une cheminée le plus vite possible. En un instant, c'est l'idée fixe. Sans pouvoir attendre une seconde de plus, je prétexte une soudaine migraine et j'appelle un taxi. On m'annonce 5 minutes d'attente. C'est parfait. Le temps de récupérer mes affaires, de m'excuser encore de devoir partir aussi vite, de dévaler les 2 étages, de traverser en courant la cour pavée pour rejoindre la rue, et le taxi est là. J'entre dans le véhicule. J'indique mon adresse au chauffeur presque mécaniquement. Tandis que nous roulons à travers Paris, la litanie continue. La litanie continue. Une cheminée, c'est indispensable. Tout le monde devrait avoir une cheminée. Et moi, je n'en ai pas. Il faut absolument que j'ai une cheminée le plus vite possible. Ces quelques phrases ne cessent de se répéter. Je suis dans l'incapacité de penser à autre chose. Puis je m'affole. Dès que je serai rentré chez moi, je le sais, je ne supporterai plus de voir mon salon sans cheminée. Brusquement, le discours change et la question surgit. Comment vais-je faire pour obtenir une cheminée en marbre dans mon salon dès demain? Je ne pourrai pas attendre davantage. Ça y est, j'ai trouvé. Si je paye tout en liquide, je suis sûr que ça s'arrangera. Le monde marche comme ça. Rassuré, je me concentre maintenant sur la première chose à faire dès que je serai rentré. Chercher sur Internet les coordonnées des magasins de cheminées, les jours et les heures d'ouverture et les prix avec les photos de leurs modèles. Il faut absolument que je sache combien retirer à la banque. À ces mots, survient une autre question qui m'inquiète. Comment vais-je faire pour retirer une somme importante en une fois sans préavis? Je n'ai pas la réponse pour le moment et mon inquiétude augmente. Nous arrivons enfin. J'indique au chauffeur l'endroit où il faut s'arrêter. « Devant les escaliers, là ?» insiste-t-il. « Oui, c'est ça, dis-je agacé. » Et il ajoute en ralentissant, puis en s'arrêtant. « Voilà, on est rendu. Vite fait, bien fait, hein ?»« Oui, merci. » Sans ajouter un mot, je paye le chauffeur, sors rapidement du taxi et prends l'escalier mécanique, grimpant les marches en mouvement pour rentrer chez moi au plus vite. À peine arrivé, je me précipite sur mon ordinateur et comme convenu entre moi et moi, je cherche tous les renseignements dont j'ai besoin. Je les trouve en peu de temps. Plusieurs magasins de cheminées classiques en marbre sont regroupés au puce de Saint-Ouen. Je note les adresses précises et les numéros de téléphone. Quant aux prix, qui sont à peu de choses près les mêmes partout, le modèle le plus courant, celui que j'ai vu à la soirée, celui que je veux, coûte 1 000 €. À quoi s'ajoutent encore 1 000 € pour le reste? Les briques à l'intérieur, la plaque en pierre pour le sol et la pose. Finito. Alors, Je l'ai bien lu, mais j'ai pas mal cafouillé. Mais non, je pas trouve beaucoup. que les cafouillages, c'est pas grave. 4 minutes 30, hein. oui, mais on a laissé, tu vois... Oh bah tu pourras couper avant. oui, oui, si non, tu mais veux, il n'y a pas de hein. problème. Tu as vu, les chronométreurs officiels, tu vois, ils sont là avec les chronomètres pour vérifier. Ouais. Mais je l'ai pas mal lu, ça va. Ah, mais C'est- très bien. qu'est-ce que t'en penses Alors, On était subjugués, hein, c'est vachement bien. Hein. Ah ouais. Non, c'est bien. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Ah Bien. bon, je l'ai bien lu alors. Bah oui. Ah bon. Et c'est un record, ça. Hein. Bon, un record, pourquoi?
de longueur, là, un marathon. Ah oui, mais moi je pensais que ça allait durer beaucoup moins longtemps. Oui, normalement ça dure moins longtemps quand on n'est pas une vedette. C'est comme ah ouais, et puis l'âge de coquin, je le connais le coquin. Quand il filme comme ça veut dire qu'il va le garder ça. Donc tu le regardais en même temps. Donc on voit ton visage. J'ai fait ce qu'il m'a demandé au début, j'ai été obéissante, j'ai regardé la caméra en mettant mes lunettes. Tu peux remettre tes téléphones au fait. Hein. C'est bien. Et tu as lu comme ça, sans... Mais quand même, sans hésitation, j'avais le trac, j'avais peur de très mal le lire. Maintenant, ça s'est bien passé. Et tu vas le voir, tu vas te voir. Et c'est un texte qui a un rythme, et ça doit aller de plus en plus vite, et j'avais peur de rater ça. Ah oui, oui. Par contre, j'ai bafouillé. Ah oui, t'es éclairé, là. La fin, je l'ai moins bien lue, parce que je ne m'attendais pas à lire jusque-là. Alors, je sais pas, en fait, le début, je m'étais un peu entraînée à le lire, et vers la fin, je m'étais pas trop entraînée. Ça n'était pas le début. Non, mais la fin du début. Oui. Voilà, enfin, une bonne chose de faite. Ah, tu sais, quand tu sais qu'il y a dans les coulisses Jean Berthaud, ça change tout, quoi. Ah ouais. Dis-nous vraiment tout on ce que t'a tu écouté, penses de Jean Berthaud. On t'a écouté, hein. Jean Berthaud, alors Jean Berthaud. Non, non, mais rien à dire. Il n'y a rien à dire. Ouais. Ben voilà, ça c'est Jean Berthaud. Jean Berthaud, tu veux parler de Jean Berthaud, tu dis je sais rien, Jean Berthaud, il n'y a rien à dire, rien à dire. Jean Berthaud, c'est un des plus grands poètes contemporains. Ah ben, je chante bien, oui. Qui n'en a même pas conscience et qui se prend pour un petit bonhomme insignifiant alors que tout le monde l'aime, alors que tout le monde le recherche. Tout le monde a une dizaine, j'ai une dizaine de... Eh ben, tu crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont une dizaine d'amis? Ah, non. Non, je parle de lecteurs. Oh, sûrement plus que ça. Bon. Non, sûrement plus que ça. Et puis c'est pas de ta faute si les gens lisent plus de poésie, c'est dramatique. Les gens lisent plus de poésie. Moi, les gens lisent plus du tout. Moi. Les gens lisent plus du tout. Ils ont enlevé le grec et le latin. Alors, de toute façon... S'il était québécois, il serait une grande star, Jean Berthaud, tu vois, parce que au Québec, au Québec, ça marche du tonnerre de Dieu, la poésie, tu vois. Ah oui. Un petit bouquin de poésie, tu vois, de rien du tout, ça se vend plus de 10 fois plus qu'en France. Ah oui, oui. Alors qu'il n'y a que 7 millions de francophones là-bas, tu vois. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Ah oui. Et puis, ils aiment mieux leur langue que nous, hein. Le français, ils le défendent, le canadien. Oui, tu penses? Ah oui. Ah bon? Ils parlent un français plus littéraire? Plus littéraire, mais enfin... Non, ils parlent un français, alors que nous, on parle un franglais. Oui, ouais, sans aller jusqu'à parler un français littéraire, par l'américain. Un français, oui. Il n'y a pas des addictions... Bon.
Ist meine